La brusque coupure d'électricité en Espagne et au Portugal en avril 2025 nous a rappelé une évidence qu'on a tendance à occulter. Malgré l'apparente solidité de nos sociétés occidentales, un événement imprévu peut très rapidement nous déstabiliser. Un accident, une catastrophe, qu'il s'agisse d'un tremblement de terre, d'un incident dans une usine chimique, d'un incendie, ça peut aller très vite et ça nécessite une chose, la préparation. Alors certes, on ne peut pas parer à toutes les éventualités, ça n'est pas possible. Mais un minimum d'anticipation, ça peut permettre d'affronter des crises graves et surtout d'en comprendre les fonctionnements sans céder à la panique ou à la psychose. C'est tout le sujet de l'épisode qui arrive tout de suite. Il est signé Anton Stolper et Théo Boulanger et fabriqué en partenariat avec la DG ECO, le service de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Il arrive que mes amis se moquent gentiment de mon gros sac à dos que je trimballe partout dans lequel j'ai toutes sortes d'objets. Il y a des outils pour mon vélo, un parapluie, des bouteilles d'eau, de la crème solaire, un ouvre-bouteille et tout ça, alors que je vais juste prendre un café avec un pote. Je ne sais pas pourquoi, je crois que j'aime être prêt, au cas où. Même si en vrai, je ne sais pas pour quel événement je veux être prêt. Puisque dans la vraie vie, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement angoissé. Quand j'entends parler d'une catastrophe industrielle ou d'un incident dans une centrale nucléaire, je me dis que c'est loin, que de toute façon je n'y connais rien, je n'y peux rien et je suis sûr que les personnes qui s'en occupent savent ce qu'elles font. J'ai une espèce de confiance aveugle en les experts. Mais quand Binge Audio m'a demandé de me pencher sur les enjeux de protection civile et d'aide humanitaire d'aujourd'hui dans l'Union européenne, je me suis demandé si je n'allais pas en sortir plus angoissé qu'avant. Surtout que le premier épisode allait traiter des menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, ou NRBC. Et effectivement, en me penchant sur le sujet, j'ai commencé à acheter quelques conserves de plus lorsque j'allais faire mes courses. Bref, je pense que j'ai commencé un peu à angoisser. Mais comme souvent, j'avais peur parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait concrètement. Je ne savais pas s'il y avait un risque que je me retrouve pris dans une catastrophe NRBC à Paris, et surtout, je ne savais pas quoi faire dans cette situation. Du coup, en coordination avec la protection civile européenne, je suis allé voir ceux dont c'est le métier de stresser pour les autres et qui réfléchissent à comment faire pour mieux nous protéger. Dans la première partie de l'épisode, je rencontre le Dr Jan Cedric Hansen, médecin ainsi que vice-président du Global Health Security Alliance et vice-président du European Council on Disaster Medicine pour me donner un cadre un peu plus théorique sur la gestion et l'anticipation des risques, notamment ceux qui relèvent du NRBC. Ensuite, je me rendrai à Bruxelles pour rencontrer la docteure Antonella Cavallo, chargée de programme au Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'Union européenne et chargée d'organiser les capacités et réserves stratégiques NRBC. En gros, c'est un peu elle qui est chargée de mettre en place les mesures concrètes qui visent à nous protéger en cas de catastrophe. NRBC. Alors, nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Ce sont des choses dont on entend parler et qu'on ne comprend pas parce qu'on ne les voit pas ou parce qu'on a une connaissance, je dirais, générale insuffisante de tout ça. Parce que notre histoire nous a fondé à trouver ça un peu magique. Et donc, qu'est-ce que le nucléaire? Alors en plus, le terme nucléaire, il y a plusieurs acceptations, on peut le comprendre de plein de choses. Dans l'acronyme en question, le N de nucléaire veut dire les matières qui sont capables de désintégration. Donc c'est les matières, c'est la matière elle-même radioactive. Le R, c'est la radiation. Bon, par exemple, le plutonium, c'est un poison. C'est un poison chimique. Il est dans le C, mais il est aussi dans le nucléaire. Il émet des radiations un peu mystérieuses, qui sont les radiations radioactives, ce qu'on appelle la radioactivité, et ça va être dans le R de radiation. Et le biologique, ça va être tous les moyens de déclencher des maladies. Toutes ces substances, c'est une question de dose. C'est-à-dire qu'il y a une dilution
dans laquelle ça ne fait rien. Par exemple, la radioactivité, elle est naturelle, elle existe partout. Nous sommes tous radioactifs. Et pour autant, ça ne nous met pas en danger. Si par contre la quantité de rayonnement augmente au-dessus d'un certain seuil, ça va devenir incommodant. Il y a un autre seuil où ça va devenir incapacitant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus agir. Quand c'est incommodant, si je prends un gaz, je vais tousser. Et si je tousse, je suis incommodé. Ça me gêne dans mon quotidien, mais ça ne m'empêche pas d'agir. Si ça va à une autre concentration, à un autre seuil, où la quantité est encore plus importante, alors ça va devenir incapacitant. Je suis plus capable d'agir. Je peux plus faire ce que j'avais envie de faire. Là, je suis obligé de soit m'en aller, soit je reste là, mais je peux plus agir. Et puis, il y a encore un autre seuil où là, la quantité est encore plus importante et là, ça va devenir létal. Donc, on voit bien que ces produits sont particulièrement dangereux. C'est-à-dire qu'ils ont un seuil de létalité qui est relativement bas. C'est pour ça qu'on les a regroupés. Mais finalement, ils existent aussi de manière naturelle. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour le commun des gens pour appréhender. En plus, il y en a certains, ils sont un peu, ils sont un peu magiques parce qu'ils sont invisibles, parce qu'on ne peut pas les voir, on ne peut pas les ressentir. La plupart des poisons, on ne les ressent pas. Alors, c'est important aussi de faire la différence, parce que j'ai dit les 3 seuils qui nous impactent nous, mais il y a un premier seuil qui est le seuil de détection. Et il faut se méfier, c'est pas parce qu'on détecte une substance qu'elle est à un seuil incommodant ou un seuil incapacitant ou un seuil létal. Souvent, là aussi, dans la manière dont on traite les informations, dès qu'on a détecté, on dit « oh là là, on a détecté ». Mais détecter, ça veut juste dire que c'est présent. Regardez, on détecte une empreinte génétique plusieurs années après dans un véhicule. La personne n'est plus là, elle n'est pas là. On a juste détecté qu'elle est passée par là. Donc, c'est pas parce que j'ai détecté dans l'eau une substance qu'elle est dangereuse pour moi. De la même manière que j'ai décrit le fait qu'il y a donc, le seuil qui rend incommodant, incapacitant et létal. Et ben on peut reproduire ce schéma à 3 degrés avec justement la notion de cadre d'un système, par exemple une société humaine, une société, ça peut être une administration par exemple, ça peut être une commune. On voit bien qu'il y a un intérieur, un cadre, un extérieur. Et bien pour faire la différence entre les 3 niveaux, donc c'est la tension critique, la crise et la catastrophe, on va s'intéresser justement au cadre. Quand il y a ce qu'on appelle la tension critique, c'est des forces qui s'exercent sur le cadre de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, et qui vont le mettre en tension sans le déformer. Donc, il peut ne pas être déformé, mais il peut se fatiguer, il peut être endommagé néanmoins. Mais c'est des endommagements qui ne sont pas visibles. C'est le métal qui est soumis à des tensions permanentes, et puis un jour, il va casser. Pourquoi ? Parce qu'il a fait des micro-fractures qui se sont accumulées, et un jour, il y a une plume qui se pose sur le bout de métal, et il tombe. Tout ça est assez théorique. Mais pour donner un exemple dans la vie réelle d'un cadre en tension critique, on peut prendre l'hôpital public. L'hôpital et le cadre. Et depuis plusieurs années, les rapports et les professionnels de santé préviennent qu'il est sous tension. Alors, ce cadre n'est pas en permanence déformé, puisqu'il continue sa mission malgré la tension, mais cela ne veut pas dire qu'il est à l'abri d'une crise. Si le cadre commence à être déformé, on est en crise. On est dans ce qu'on appelle la crise. Parce que le cadre est déformé, si on est dans les rapports humains, on commence à se parler un peu plus durement, on ne respecte plus les formules de politesse, on commence à être brusque les uns avec les autres, on commence à se faire du mal, quelque part, sans être physique, bien évidemment. Mais voilà, dès ce moment-là, dès que nos relations sont perturbées, c'est la déformation du cadre des relations sociales. Et dans ce cadre-là, il y a 3 possibilités. La tension diminue, et à ce moment-là, on revient à l'état antérieur, le cadre reprend sa forme initiale, sans avoir été endommagé. Ou alors, il s'est déformé, il est revenu à la forme initiale et il a été endommagé, il est fragilisé maintenant.
Et donc, la prochaine fois, il risque, comme un trombone qu'on a manipulé un peu, la première fois, on a beaucoup de mal à le détendre. Après, c'est facile de le retordre. Et puis, au bout de 2 ou 3 fois, il va casser sans qu'on ait fait d'effort particulier. Donc, ça, c'est la fragilisation, l'endommagement du cadre. Ou bien le cadre va être déformé définitivement. Et donc, si on est dans les rapports humains, on va devoir changer, avoir de nouveaux rapports. À l'issue de la crise, on a de nouveaux rapports. C'est pas forcément négatif. Ça peut être très bien. Peut-être que la déformation du cadre, elle est plus adaptée au rapport qu'avant. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif, cette déformation du cadre. Mais ça se fait après une crise. Si on reprend l'hôpital comme exemple, il est constamment confronté à des crises. Une grève, un engorgement ou une crise sanitaire comme le Covid sont des crises qui viennent déformer le cadre. L'hôpital ne fonctionne plus normalement et doit s'adapter et faire preuve de résilience. À la fin de la crise ou de la déformation, l'hôpital peut revenir à un état de tension critique. Mais il a été abîmé. Et au bout de plusieurs crises, il a été fragilisé et donc est plus susceptible de voler en éclats. Et puis, si le cadre est rompu, il y a disparition entre, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Et là, toute l'information diffuse ou tout le contenu de l'organisme va diffuser. Et en général, il n'est pas capable de faire face à cette situation. Il va être, désemparé. Il va perdre toutes ses compétences parce que il n'y a plus de cadre sur lequel s'appuyer, en quelque sorte. Alors, quand on est dans de l'immatériel, quand on est sur une entreprise, une administration, une commune, eh bien, ça veut dire que l'information va diffuser. Que la structure, si le cadre est rompu, la structure, elle est désorganisée. L'organisation, elle n'est plus la même. Et puis, le fonctionnement, il est très, très perturbé. Du coup, la communication est complètement autre. En France, l'hôpital n'a pas encore vécu de catastrophe dans laquelle le cadre vole en éclats. Mais pour en revenir au NRBC, l'exemple le plus connu d'une rupture de cadre en France est l'explosion qui a eu lieu à l'usine AZF à Toulouse en 2001. On peut la classer dans le groupe des catastrophes chimiques. 21 septembre 2001, il est 10h17 quand l'usine AZF explose à Toulouse. 31 morts, des milliers de blessés, des immeubles soufflés, la plus grande catastrophe industrielle française depuis 1945. AZF, c'est un exemple intéressant parce que justement le cadre, il a volé en éclats à plusieurs niveaux. D'abord, il y a une usine qui a été rayée de la carte, il y a même un hangar qui a été transformé par un cratère, un immense cratère, on a du mal à l'imaginer. Donc là, c'est évidemment la catastrophe à l'échelle des AZF. Il y a eu tout un quartier qui a été terriblement endommagé, où là, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs propres moyens, mais ils étaient plutôt sidérés. Et puis, des autres quartiers de la ville, on a pu amener des secours, mais ça prend du temps. Alors ça aussi, c'est une caractéristique NRBC ou catastrophe, c'est que comme tout est détruit sur place, ou en tout cas terriblement endommagé, terriblement déstructuré, eh bien, les moyens, ils vont devoir venir d'ailleurs. Ce qui fait qu'il va y avoir du délai, un délai très important, le temps d'acheminement, parce qu'il faut regrouper les moyens nécessaires de secours. Ils sont occupés peut-être à autre chose, donc il faut répartir les tâches, il faut maintenir l'activité normale ailleurs, néanmoins retirer des ressources pour aller là où ça ne va pas. Donc, ce qu'on voit dans toutes les catastrophes, c'est que les délais se comptent en heures, même plutôt en quart de journée dans le meilleur des cas. 6 heures, c'est très rapide. 12 heures, ça commence à être classique, et 24-48 heures, ça n'est pas anormal. On a bien vu dans les dernières catastrophes, le temps que les secours arrivent, on peut avoir des délais, surtout que si les routes, si les moyens de communication, tout ça sont endommagés, on n'a pas l'information, on ne sait pas les besoins, on ne sait pas ce qui se passe. Ça nous donne aussi quelque chose d'important, c'est que finalement, on peut toujours imaginer que même si un cadre s'est rompu à une certaine échelle, à une autre échelle, il existe peut-être encore un autre cadre. Par exemple, si je prends le cadre d'une commune, la commune, alors peu importe si c'est un glissement de terrain qui a endommagé et qui a entraîné la rupture du cadre architectural ou du cadre foncier de la commune, il y a la préfecture, à l'échelle du département, c'est pas le même niveau d'atteinte. Donc,
On peut avoir une catastrophe à l'échelle de la commune et on peut avoir une crise, parce qu'il y a une déformation, mais il y a une préservation du cadre, à l'échelle de la préfecture. Du coup, on peut comprendre que la commune ne peut pas se réparer elle-même, mais qu'au niveau du département, on peut venir en appui, en aide, mobiliser des moyens extérieurs qui vont venir en appui. Et donc, on voit bien que quand on est en état de catastrophe, il faut reconnaître qu'on est en état de catastrophe parce que l'aide viendra d'ailleurs pour aider à se reconstruire. Prendre l'Europe comme un cadre, parce que c'est un cadre qui est très très large. Donc, endommager l'Europe dans sa globalité, c'est assez compliqué. On voit bien qu'il y a des tentatives. Néanmoins, récemment, au moins sur le plan économique, il y a des tensions. L'Europe n'est pas une structure homogène, c'est une structure qui est hétérogène, mais qui essaye de construire une homogénéité. Et quand il y a eu la Covid, si vous voulez, une pandémie qui progresse, il faut l'imaginer comme un nuage, parce qu'ils étaient alors là, pour le coup, à des quantités qui n'étaient pas acceptables sur le territoire. Et quand on a pris des mesures à l'échelle européenne, on a observé une diminution notable. Si on avait pris les mesures qu'à l'échelle d'un seul pays, en fait, ça n'aurait rien changé pour l'Europe. Vous voyez ? Et comme le cadre est beaucoup plus large, il est beaucoup plus résilient. C'est-à-dire, la résilience, c'est la capacité à ne pas être endommagé par une agression. Et c'est la guérison qui est la capacité à récupérer après avoir été endommagé. Pour savoir comment ce grand cadre qu'est l'Union européenne se prépare, je me suis rendu à Bruxelles pour rencontrer la docteure Antonella Cavallo, chargée de programme au Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'UE et chargée d'organiser les capacités et réserves stratégiques NRBC. En gros, c'est un peu elle qui est chargée de faire en sorte que l'Union européenne soit aussi résiliente que possible. Donc je suis dans les rues de Bruxelles. Il y a la Commission européenne, on voit avec tous les drapeaux européens qui flottent devant. Et tout au long de la rue, on a différentes directions générales. Donc il y en a une par exemple qui est en charge de la lutte contre la fraude. Et donc il y a celle qui est en charge de la protection civile, la DG ECO. Je suis Antonella Cavallo. Je suis chargée de programme NRBC Rescue dans la protection civile européenne, dans la Commission européenne à Bruxelles. Est-ce que tu peux raconter comment tu es arrivé dans ta carrière et dans tes choix professionnels à justement t'intéresser à ce genre de questions ? Je viens du sud de l'Italie et en fait le symbole du village d'où je viens est un arbre rompu que la communauté avait réparé pendant une tempête très forte. Et la communauté, en travaillant ensemble, avait relié les branches de cet arbre et en avait fait un symbole de la résilience du village. En 2009, quand j'étudiais en Allemagne dans mon master, j'étudiais la communication des risques en fait en ce moment-là. Et un tremblement de terre très fort s'est passé en fait dans mon pays d'origine, l'Italie, à L'Aquila, et a tué 309 personnes. Et à ce moment-là, je me suis interrogée sur les causes de la mort de ces personnes et je me suis rendu compte qu'il y avait des facteurs comme ils ne savaient pas, par exemple, les principes bases de comment se porter en fait dans un tremblement de terre, mais il y avait aussi des facteurs qui n'avaient pas été pris en considération dans la préparation au tremblement de terre, qui avaient à quoi faire avec, par exemple, la corruption, les codes en fait pour les bâtiments. Il y avait un hôpital qui avait été construit seulement quelques années avant, qui avait été détruit comme une pièce de beurre. Et donc là, j'ai commencé à m'interroger justement par rapport à ce qui est nécessaire pour gérer une résilience plus systémique aux catastrophes. Et ça m'a amené à m'occuper de la gestion des risques et petit à petit de la gestion des risques complexes. Est-ce qu'on peut expliquer justement ce que c'est un risque complexe et un risque compliqué ? Les risques compliqués sont des risques où le rapport entre cause et effet est clair déjà avant qu'un événement se produise. Donc, par exemple, l'incendie domestique est un exemple où on sait, par exemple, qu'en France, beaucoup d'incendies domestiques
se produisent parce qu'il y a des systèmes électriques surchargés, par exemple, parce qu'il y a des soucis dans la cuisine. Donc, il y a beaucoup de données, d'informations historiques sur ce genre de risques qui ont été vraiment accumulés pendant des siècles. Du coup, au niveau de la préparation, on a pu préparer des plans, des procédures sur la base desquelles on sait comment répondre à ce genre de risques. Les risques complexes sont des risques où le rapport entre cause et effet n'est clair qu'après l'événement s'est produit. C'est-à-dire qu'il s'agit de risques qu'on n'a peut-être jamais vus dans le passé, et donc il y a moins d'informations statistiques, moins d'informations par rapport au passé sur ce genre de risque. Un exemple, peut-être l'événement de Fukushima, par exemple, en 2011. C'est bien vrai que le Japon est un pays sismique. Par contre, les procédures, les plans qui étaient en place n'étaient pas à même de prévoir le niveau que... donc, à Fukushima, carrément, il y avait eu un tremblement de terre qui avait causé un tsunami, qui après a causé un événement nucléaire, un incident nucléaire. Et donc, dans ce cas-là, on n'avait pas prévu que le niveau de l'eau était si haut comme c'est produit après dans la réalité. Et donc, ce genre de risques sont plutôt complexes parce qu'après, ils génèrent aussi des conséquences de façon plus systémique et qui n'ont pas été forcément prévues en avance. Et donc, la préparation à ce genre de risques qui ont une probabilité beaucoup plus rare normalement est différente parce qu'on ne sait pas les prévoir si précisément comme les risques compliqués. Donc, la préparation du système devient une préparation qui n'est pas une préparation sur la base d'un risque tout seul, mais il faut prendre une approche plus ample par rapport à des risques inconnus. Et donc, la question est comment est-ce qu'on fait à se préparer à des risques qu'on ne connaît pas? C'est vraiment un paradigme, c'est une façon de penser qui est légèrement différente par rapport à la gestion des risques traditionnels. Depuis 2001, en fait, le mécanisme a été basé sur la solidarité des États. Quand Antonella parle du mécanisme, elle fait référence au mécanisme de protection civile de l'Union européenne, né en 2001. C'est un mécanisme d'entraide entre les États qui s'est révélé insuffisant en 2017 lors de feux de forêt au Portugal. Et ça a donné naissance à un dispositif complémentaire qui s'appelle RescEU, et c'est ce qu'elle va nous raconter tout de suite. Et les États avaient mis en place un certain nombre de capacités qui pourraient être aidées par les autres États au cas de besoin. Concrètement, il y avait des Canadair, par exemple, qui avaient été mis à disposition par des États au cas de besoin. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, le Portugal a eu 2 feux de forêt qui étaient très importants et qui ont pris la vie, en fait, de plus que 60 personnes. En ce cas-là, malheureusement, les Canadiens qui étaient présents dans la réserve européenne des capacités n'étaient pas disponibles parce que toute l'Europe méridionale était en train de faire expérience de températures très hautes. C'est-à-dire que le risque d'incendie dans chacun des pays, donc dans l'Italie, en France, en Grèce, était très haut. Et du coup, les capacités les Canadiens qui étaient présents sur ces territoires ne pouvaient pas être mobilisés. Et du coup, ces États ne pouvaient pas aller aider le Portugal. Donc, à ce moment-là, le président de la Commission européenne, Juncker, a dit c'est pas possible qu'on continue à offrir seulement des condoléances. Il faut faire plus. Et c'est de cet effort que dans une période très courte, en fait, RescEU est né. Donc, RescEU est une réserve de capacité européenne et de stock stratégique, en fait, du dernier recours, qui peuvent être utilisés par les États, que la Commission européenne finance à 100%, et qui comprend des capacités pour combattre les feux de forêt, des capacités médicales, des capacités NRBC, des capacités d'énergie, de refuge. Donc, vraiment, tous les besoins que les États membres, avec la Commission européenne, ont identifié être nécessaires d'avoir au niveau européen. C'est-à-dire que là où ce n'est pas possible, ça n'a pas trop de sens pour un État tout seul d'investir dans une capacité, c'est là que l'Europe intervient. C'est-à-dire des capacités qui sont partagées dans les différents États et qui peuvent être accédées par les États en cas de besoin. Et ça, on le fait en développant des équipes spécialisées qui peuvent être déployées avec leurs équipements et avec leurs laboratoires mobiles
pour soutenir les opérations de recherche, de surveillance, de détection si un incident arrive. Il y a aussi des réserves stratégiques de contre-mesures médicales, d'équipements médicaux critiques, par exemple le soin intensif dans les hôpitaux, plutôt que tentes de décontamination, détecteurs, une série d'éléments logistiques aussi qui peuvent être justement envoyés, mobilisés en cas de nécessité. Et ça, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, c'est des réserves qui ont été développées pour 1,6 milliard d'euros au sein de l'Europe, justement avec une distribution géographique très ample pour faire sorte que n'importe où en Europe, ces réserves puissent être déployées très vite. Et donc, ça fait partie justement de la stratégie de l'Union européenne, vraiment de renforcer la résilience de l'Union et contribuer aux efforts de résilience que chaque pays membre est en train de mettre en place. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de à quoi ça ressemble justement des unités NRBC ? Qu'est-ce que c'est concrètement en fait ? Parce que est-ce que c'est comme dans les films ? À quoi ça ressemble très, très simplement ? Donc sur Rescue, on est en train de développer des équipes de détection, surveillance qui ont aussi des laboratoires mobiles. Et en fait, ces équipes ont à disposition un certain nombre d'instruments qui peuvent aider justement à la détection, au monitorage de la présence de matériaux toxiques, par exemple dans l'air, dans le sol, dans l'eau. Et ça peut aider justement à mesurer, à monitorer la contamination de ces choses. Après, on a des équipes qui peuvent décontaminer l'infrastructure, les véhicules, les personnes, l'équipement, et qui peuvent redonner donc des matériaux ou bien une infrastructure décontaminée ensuite, ou bien qui peuvent aider justement à décontaminer les gens après un incident, par exemple chimique, ensuite un incident dans une industrie chimique. Et donc, ces capacités de décontamination peuvent avoir, par exemple, des tentes de décontamination. On peut s'imaginer des tentes, justement, avec des douches à l'intérieur, où normalement, il y a de l'eau qui est mélangée avec un agent de décontamination. Il y a après, pour la décontamination des véhicules, vous pouvez imaginer une grande pistole, on va dire, de nouveau, qui contient normalement de l'eau et de l'agent décontaminant. L'agent décontaminant, carrément, dépend de ce qu'on veut décontaminer. Et après, il y a aussi des robots. En fait, on peut s'imaginer comme des grands robots qui peuvent décontaminer aussi dans des domaines qui ont une contamination qui est très haute et que du coup serait trop dangereuse pour les êtres humains d'accéder. Et donc ça, c'est aussi une des composantes des capacités NRBC qu'on est en train de développer sur Rescue. Et donc le concept, c'est, en France, on a en tête quand on parle d'incident chimique ou d'accident, on a l'explosion ou l'incendie à l'usine Lubrizol. En Italie, il y avait le cas Seveso. L'idée, c'est que dans le cas où il y aurait un accident comme ça chimique, où les autorités nationales ne soient plus en capacité de gérer elles-mêmes, elles peuvent faire appel à Rescue pour venir assister justement dans ces efforts-là. Exactement. En cas de besoin, les autorités peuvent faire appel au mécanisme de protection civile européen et peuvent demander soit de l'assistance dans la mesure de contre-mesures médicales, d'équipement, soit vraiment dans la mobilisation des équipes européennes qui peuvent aller aider pour la détection ou bien la décontamination de l'infrastructure et tout ça. Donc, à ce point-là, on peut envoyer des équipes qui sont après déployées. Ça dépend un peu de l'incident, mais on peut avoir aussi une équipe européenne en place qui aide avec la coordination aussi dans le champ vraiment quand on est mobilisé et qui fait de liaison avec Bruxelles et après avec tous les États membres. En ce moment, on lit un peu plus que les États sont en train de préparer des manuels de survie de 72 heures et que, en gros, c'est un changement qui s'opère où il faut essayer justement de sensibiliser la population. Pour certains, ça peut être une source de panique, une source de peur, de se dire ça y est, c'est la fin du monde, elle arrive, c'est pour maintenant. Comment est-ce que vous faites, vous, pour préparer justement les populations, les rendre plus résilientes, sans causer de panique, sans les alarmer et tout en gardant le calme ? Déjà, il faut dire que normalement, comme être humain, on n'a plus peur de ce qu'on ne connaît pas. Par exemple, les gens qui habitent près des centrales nucléaires, normalement, ont moins peur des gens qui habitent plus loin des centrales nucléaires. C'est normal d'avoir un peu peur de ce qu'on ne connaît pas.
Donc l'information des risques est très importante et il faut informer. Il faut communiquer. On a quand même vraiment une responsabilité de communiquer ce qu'on peut à la population. Donc, la préparation, si on est mieux préparé, alors on devrait aussi avoir moins peur. Et c'est ça un peu le principe sur lequel la stratégie de préparation de l'Union européenne se base, sur le fait que si on se prépare ensemble, alors on a moins peur. On imagine un système et on se dit, OK, si je regarde par exemple très concrètement dans ma ville, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les choses qui se passent déjà qui me permettent d'avoir un système plus en sécurité? Et par exemple, ce qu'on sait, c'est que connaître nos propres voisins, c'est très important, n'importe quelle catastrophe, quel genre d'urgence. C'est-à-dire que n'importe ce qui se passe, connaître mes voisins, savoir comment ils s'appellent, s'ils sont âgés ou pas, s'ils ont des soucis, s'ils peuvent avoir besoin de médicaments. Et l'inverse, c'est aussi important parce que quand un incident se passe, peut-être la communication ne va pas marcher. Alors, ça va être important que le réseau social prenne soin de soi-même. Donc, proposer à ses voisins de prendre des cafés, c'est une forme de résilience et c'est ce qu'il faut faire en fait. Absolument, ça c'est un des facteurs les plus importants. Vous l'aurez peut-être compris, il y a beaucoup de risques, qu'ils soient N, R, B ou C, ou dus au dérèglement climatique. Certains pourraient donc être tentés de construire des bunkers et ne plus jamais sortir de chez eux. Mais il y a une façon plus simple, réaliste et moins chère de se préparer et qui couvre une grande variété de risques. Peu importe quel genre de catastrophe on se prépare. Comme je disais tout à l'heure, avec le changement climatique, on va voir de plus en plus des catastrophes naturelles. Et donc, on a vraiment des données très concrètes que pour mieux se préparer, il faut avoir au moins le nécessaire pour les premières 72 heures après une catastrophe. Par exemple, dans mon expérience en Australie, pendant l'ouragan Debby, il y avait des gens là, moi j'étais déployée, il y avait des gens qui n'ont pas eu accès à l'eau ou à la nourriture pendant 7 jours. Donc en fait, 72 heures, c'est vraiment un compromis entre ces besoins plus rares et ce qui se passe dans les premières 72 heures en fait, d'une catastrophe où les services primaires peut-être vont être impliqués dans d'autres opérations plus urgentes. Donc, c'est pas seulement, il ne faudrait pas voir l'invitation à se préparer en pensant à un kit d'évacuation comme une invitation au panique, certainement pas. C'est plutôt une invitation à se préparer pour être plus tranquille. C'est ça plutôt le cœur de la stratégie de l'Union européenne. C'est de mettre en place une stratégie qui prépare mieux et du coup qui donne encore plus de sécurité aux citoyens européens. Et le fait d'avoir le nécessaire, d'avoir quelque chose de concret, en fait, c'est que le début, ça va dans le sens vraiment aussi de la préparation psychologique, de se mettre dans la situation où, OK, si je dois quitter ma maison très vite, qu'est-ce que je dois penser? Comment est-ce que je me comporte? Et donc, c'est un début. Et après, je mentionnais tout à l'heure aussi l'importance du réseau social et tout ça. Donc, c'est vraiment une invitation à penser à tous ces éléments. Comme ça, on peut se sentir un peu tranquille et en paix que nous-mêmes, nos enfants, nos familles vont être en sûreté parce qu'on a déjà pensé à ça. Et comment est-ce qu'on peut se renseigner sur ce qu'il faut faire justement et comment il faut se préparer ? Donc, ce qu'il faut penser pour une kit d'évacuation, alors déjà, il y a plusieurs programmes et vraiment, j'invite les auditeurs à aller chercher sur les sites français pour voir quelles sont les recommandations pour leur pays. En général, ce qu'on conseille de mettre dans un kit d'évacuation, c'est certainement les documents les plus importants, du cash, donc vraiment des sous, parce que en fait, la carte bancaire, parfois, ne peut pas fonctionner. À manger, à boire, quelque chose aussi pour se distraire, une radio qui a batterie, parce que peut-être on ne va pas avoir accès à l'électricité, une recharge portable pour recharger nos portables, et après, penser une lampe torche et
Après, vraiment penser aux médicaments, à tous les besoins personnels qu'on peut avoir dans l'espace des 72 heures. Parce que après, il y a des besoins très personnels comme des photos ou des choses très personnelles, mais très importantes pour notre résilience. Donc, ce qu'on a vu, par exemple, en Australie, c'est que les gens, parfois, quand en fait, ils évacuaient leur maison, ils regrettaient vraiment d'avoir pas pensé à prendre certaines photos, certains petits objets qui leur a aidé en fait, à se reprendre plus après l'incendie, par exemple. Donc, c'est vraiment une invitation à penser à ce qui est important aujourd'hui dans notre vie et à faire sorte que ce soit tout dans un point dans la maison, comme ça, si en cas de besoin, on l'a. On a beaucoup de respect, on apprend aussi le respect pour les catastrophes, non ? Et du coup, on se prépare et on fait tout ce qu'on doit faire. On maintient quand même une opinion très ouverte par rapport à ce qui peut se passer, mais on a aussi une appréciation pour tout ce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça, je pense que la stratégie de l'Union européenne est très importante et nous rappelle que c'est important aussi d'avoir une approche au risque, à tous les risques. Pas seulement à des risques ciblés, mais à tous les risques. Et ça, c'est l'ouverture systémique dont on avait besoin et qui est vraiment dans cette nouvelle stratégie de préparation de l'Union. En fait, ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'a raconté la docteure Cavallo, c'est ce concept de résilience, ce concept de se préparer, en fait, mais non pas parce qu'il faut paniquer, non pas parce que le risque est imminent et qu'on se prépare parce qu'un risque arrive, mais c'est beaucoup plus pour être tranquille. Et en fait, ça m'a fait penser en sortant à ce qui s'est passé juste avant l'interview. C'est que donc, je descendais du train à Bruxelles. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans un supermarché pour acheter des piles de rechange, alors que j'en ai. Mais j'étais pas sûr, j'étais pas certain qu'elles seraient les bonnes. Je savais pas exactement combien de temps allait durer l'interview. Et je me suis dit qu'il vaudrait mieux avoir des piles de rechange pour l'enregistreur. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce qui a fait que pendant tout l'entretien, j'ai pas dû penser au fait que la batterie pouvait s'épuiser de l'enregistreur parce que tout simplement je m'y étais préparé. Et je pense que c'est ça en fait, que tout le concept. Toute l'idée de résilience, c'est ça. C'est pas nécessairement de se paniquer, c'était pas de se dire que je ne vais plus avoir de piles, c'est si jamais j'en aurai. Merci à Anton Stolper pour cet épisode réalisé par Théo Boulanger et fabriqué en partenariat avec la DG ECO, le service de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Camille Codor. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.